attaquons le sujet du contrôle des médias en 1968. Mais à quoi correspond cette date? Rappelons-le, 1968 est une année marquante dans laquelle la France a connu une crise politique, d'où son nom, la crise de 1968, entraînant de nombreuses grèves et manifestations dans les rues de Paris, et ce qui engendrera par la suite une certaine fébrilité concernant le pouvoir exécutif, soit le contrôle de l'application de la loi élaborée par le pouvoir législatif. Il s'agit entre autres d'une contestation de l'ordre existant, déjà établi. Les médias sont donc à cette époque contrôlés, gérés par l'État. Mais comment? C'est ce que nous allons voir, et plus précisément, nous nous pencherons sur l'aspect de la censure exercée sur les médias. La crise de mai 1968 rime avec une ouverture brutale de la culture française au dialogue social et médiatique. Laissez-moi vous en dire davantage. En effet, en 1968, les Français ont un nouveau rapport aux médias, car, comme le rappelle Pompidou, les médias ont pour mission d'informer le public. Depuis les années 1950, la radio apparaît comme le média préféré des Français. De nombreux Français écoutent des radios périphériques, qui correspondent à des radios qui émettent depuis l'étranger, offrant donc une liberté de ton qui diffère du style de la radio d'État, car elles ne sont pas contrôlées par le pouvoir en place. En 1964, sous le commandement de De Gaulle, est créé l'Office de radiodiffusion-télévision française, plus connu sous le nom de l'ORTF. Organisme contrôlé par l'État et qui comprend 2 chaînes de télévision qu'à partir de 1963, car ayant le premier journal télévisé le 30 juin 1949, la télévision n'offre le choix de la 2e chaîne qu'à partir de 1963. On note aussi 3 stations de radio gouvernementales. Notons qu'à cette époque, la totalité des médias est sous la tutelle de l'État et il n'y a pas de liberté sur les antennes de l'ORTF. De son côté, la presse écrite est encore très puissante et joue un rôle fondamental, même si les Français utilisent de plus en plus des médias comme la radio ou la télévision, afin d'être au plus près des événements. Au début, l'ORTF se met en grève pour un jour, mais à partir du 18 mai, c'est une grève illimitée qui touche tout l'organisme, afin de réclamer moins de centres gouvernementaux, et le travail ne reprend que le 13 juillet 1968. On compte une 50aine de journalistes licenciés. Il s'agit d'une crise majeure dans l'audiovisuel français. Finalement, les radios périphériques ont joué un rôle fondamental dans la diffusion d'informations jusque-là censurées par le pouvoir gaulliste, car elles diffusent en direct les manifestations, des messages de mai 1968, ainsi que des discours des principaux protagonistes, ce qui déplaît logiquement au pouvoir gaulliste. En 1968, les médias jouaient un rôle très puissant et fondamental pour les Français. En effet, beaucoup d'entre eux écoutent les radios comme Europe 1, surnommées à l'époque Radio Barricade. Cependant, cette année-là, 62% des citoyens de France possédaient un téléviseur. Ainsi, radio et télévision étaient presque les seules sources d'information proposées aux Français. Sur le plan politique, De Gaulle était monté au pouvoir depuis 1958. Et en 1964, il crée l'ORTF, l'Office de radio-télédiffusion française. C'est un organisme géré par l'État qui comprenait au départ une chaîne de télévision, qui avait à cette époque comme objectif d'influencer les résultats des candidats politiques, comme Mitterrand par exemple, et 3 stations de radio. Ainsi, les médias à cette époque étaient contrôlés par l'État et ils n'avaient pas de liberté dans les antennes de l'ORTF. Dans l'atmosphère empuantie par les gaz lacrymogènes, les policiers continuent de ratisser le boulevard Saint-Michel. Ils s'engouffrent dans la rue Cujas. Ils ratissent vraiment un coup de matraque. Attention, attention François, il y a un pavé. Pendant 2 mois, la France va vivre au rythme des radios. La télé, elle, est contrôlée par le gouvernement. Un vent de liberté souffle chez les périphériques. Toutefois, la liberté de la presse n'a pas été totalement suspendue, car les radios périphériques, telles que RTL, Radio Monte-Carlo, Radio Luxembourg, partaient installées à l'étranger afin de ne pas être à la tutelle de l'ORTF. Au départ des manifestations, l'ORTF diffuse des reportages sur les manifestations de manière assez neutre, mais la censure a rapidement pris un grand pas. D'ailleurs, cette affiche, réalisée la même année, met en garde, avec, comme l'on peut le lire, la radio ment, pour montrer à la population qu'il ne faut pas croire à cette dernière. Ensuite, afin d'étudier ce document, le signe attention a 3 fonctions. La première, qu'on connaît tous, est de mettre en garde. Cependant, elle montre également un micro de radio, mais aussi une ombre du général de Gaulle afin de faire référence au contrôle de l'État sur les médias. Enfin, le discours de Pompidou montre que les médias ont pour but premier d'informer le public de façon neutre,
et dénonce la mobilisation de l'opinion par les médias qu'il juge inacceptable. En effet, des slogans muraux et des affiches ont été mis en place afin d'exprimer la contestation des Français, et cela dès le 14 mai 1968. À cette même date, l'école supérieure des beaux-arts de Paris est occupée. C'est à partir de cette date que la création des affiches commence. Étudiants et personnes externes se mettent à imprimer la première affiche d'une longue série portant le slogan « Usine, Université, Union ». Cette affiche aux aspects simplistes va alors entraîner une longue production d'affiches simples, claires et efficaces. Celle-ci deviendra alors un emblème pour les étudiants. Les affiches de mai 68 ont d'abord été créées dans le but de se faire entendre, car la radio, télévision et l'ORTF, Office de radiodiffusion de télévision française, sont sous le contrôle permanent du gouvernement. La jeune population française est donc confrontée à une censure médiatique omniprésente. Quelques citations qui étaient très fréquentes à l'époque: abat les journalistes et ceux qui veulent les ménager, sans boîte, la police vous parle tous les soirs à 20h, ORTF. De plus, les affiches et les slogans se traduisent par un rejet total de l'autorité. Charles de Gaulle est au pouvoir depuis 1958 et est considéré comme un dictateur. De nombreux slogans le dénoncent: sois jeune et tais-toi. Il renvoie à la censure et à la liberté d'expression des jeunes, violés en quelque sorte par Charles de Gaulle et le gouvernement. De Gaulle met la main devant la bouche d'un jeune homme afin de l'empêcher de s'exprimer. Nous analyserons cette affiche un peu plus tard. Moins de 21 ans, voici votre bulletin de vote. Une fois de plus, ce slogan dénonce la liberté d'expression qui n'est pas respectée. La majorité étant à 21 ans jusqu'en 78, les jeunes revendiquent leur idée tout en s'estimant assez matures pour participer à la vie politique dont ils sont exclus. Suite à cela, Daniel Cohn-Bendit, anarchiste révolutionnaire, devient l'icône de la jeunesse de mai 68. Il y a aussi des slogans qui dénoncent le pouvoir et l'autorité, comme il est interdit d'interdire, émis par les élèves de Sciences Po. Afin de mieux comprendre le sens de ces affiches, nous allons donc procéder à une analyse détaillée de 3 d'entre elles, qui nous semblent les plus connues et les plus importantes de cette période. De plus, nous vous indiquerons les techniques les plus utilisées, comment et pourquoi 70% des affiches de mai 68 proviennent de l'école des beaux-arts à Paris. L'université produit des affiches en masse pendant une période relativement courte. La technique la plus employée par la majorité des artistes était la lithographie. Mais cette technique nécessitait beaucoup de temps et surtout beaucoup de moyens. Les beaux-arts disposent de moyens très limités. Peu de temps après, une nouvelle technique apparaît, la sérigraphie. À l'époque méconnue en France, cette technique fut développée par Andy Warhol aux États-Unis. Peu onéreuse et rapide, cette technique semblable au pochoir a été utilisée tout au long de la révolution de mai 1968. Nous allons commencer par analyser cette affiche, Sois jeune et tais-toi. De dimension 64,5 pour 82,5, elle avait comme support le mur dans la rue. Celle-ci a été réalisée par des étudiants des Beaux-Arts à Paris. Sois jeune et tais-toi est une affiche des plus connues de cette époque. On distingue un personnage à l'arrière qui n'est autre que Charles de Gaulle, caricaturé et représenté indirectement. Personnage dans l'ombre avec un long nez de grandes oreilles. Charles de Gaulle est très souvent représenté de cette manière. Ici, de Gaulle met la main sur la bouche d'un jeune homme qui a très probablement moins de 21 ans. Ce geste se traduit par le refus du droit de la parole des jeunes par ce dernier. La deuxième analyse portera sur « Nous sommes tous indésirables ». Cette affiche que vous pouvez voir ici présente a été aussi réalisée par l'École des Beaux-Arts à Paris et a comme destinataires les manifestants, jeunes ouvriers français. Cette affiche provient d'une photo prise lors des mouvements contestataires des jeunes pour les universités. On aperçoit Daniel Cohn-Bendit, révolutionnaire anarchiste, regarder un policier de manière très provocante. Cette photo et cette affiche font le tour du monde en quelques jours à peine. Grâce à cette photo et ces mouvements contestataires, Daniel Bendit devient très rapidement l'icône des manifestants. La troisième analyse portera sur cette affiche, Retour à la normale, qui date aussi de mai 1968, mais plutôt la fin de la Révolution. Celle-ci a été réalisée, encore une fois, par l'École des Beaux-Arts à Paris et est destinée à la population française. Cette affiche symbolise la fin de la Révolution de mai 1968 avec son slogan « Retour à la normale ». Comparé à des moutons qui suivent un guide, la population française, mais plus particulièrement les jeunes et les ouvriers, montre une certaine déception car ce fut un échec sur le plan politique. En conclusion, la crise de mai 1968 est à la fois étudiante, sociale et politique.
mais elle n'est pas uniquement marquée par les manifestations. Elle est aussi importante au vu du rôle qu'ont joué les médias. En effet, comme nous l'avons vu, certains médias ont informé, tandis que d'autres ont, comme disait Pompidou, dépassé allègrement cette limite en incitant fortement à la mobilisation de la population et en influençant l'opinion publique. C'est cette influence sur l'opinion publique qui a conduit à la mobilisation de l'État et qui l'a aussi conduit à tenter de contrôler les médias par différents moyens. Les moyens sont indirects, comme l'utilisation d'affiches. On peut parler alors de contrôle du média par le média. Ou alors, on retrouve aussi des moyens plus directs, comme les discours de Pompidou et de Gaulle, qui sont des moyens plus solennels. Cependant, il faut savoir que la liberté de presse n'a jamais été suspendue. Au contraire, la fin de mai 1968 a abouti à la trouvaille de plusieurs solutions. La loi Edgar Faure, par exemple, a permis de réorganiser le système des universités. Un nouveau système, le système de cogestion, celui pour lequel les étudiants se sont longtemps battus pendant mai 1968, a finalement été mis en place. À long terme, ce sont des changements plus profonds dans la société qui ont vu le jour. Les institutions traditionnelles, comme l'armée, la famille ou l'église, ont tous été remises en cause. Fin mai 1968, c'est l'idéologie anti-autoritaire, il est interdit d'interdire, qui domine. Enfin, lors de cette capsule, nous sommes plus intéressés aux moyens mis en place par l'État pour contrôler le média. C'est donc le contrôle du média qui a été central dans cette capsule, mais nous pouvons aussi nous demander comment les médias se sont organisés pour donner lieu à la crise de mai 1968 et savoir s'ils ont tous réellement incité à la mobilisation publique.